Ok, il y a juste ma veste. Les amis, rions ensemble, c'est un peu important, c'est une thérapie. Hein? Rions ensemble, rions pour oublier le stress et autres. Vous savez, quand on dit à nos amis européens et américains que depuis longtemps, ce que Poutine est en train de faire, il avait écrit. La meilleure façon de réussir, c'est de planifier. Il avait écrit. Il savait que quand il va faire ça, ils vont faire ça. Quand il va réagir comme ça, les gars vont réagir comme ça. Et c'est comme dans le damier. Il a poussé les pions et les gars ont réagi exactement de la même façon. Il récupère Crémien. L'histoire parle de Crémien qui était les terres des Tatars récupérées par Catherine. Les Européens, oh, ça appartient à l'Ukraine. Parce que la Russie avait accepté de procéder ces territoires. Et la Russie, pour des raisons géopolitiques et stratégiques, a dit on ne peut pas accepter qu'on soit encerclé par le temps. Donc on prend la mer Noire, on prend le Crimée et on contrôle la mer Noire. Et la mer d'Azov, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Mais comme les gens ne comprenaient pas le raisonnement de Poutine, il a testé ça. On a commencé à le sanctionner. Agriculture, ceci, cela. Et aujourd'hui, la Russie, premier exportateur du blé au monde. Premier. Et l'agriculture en Russie, top, indépendant. Donc, on ne peut pas asphyxier la Russie, qui est un pays qui a tout, qui est immensément riche, première réserve au monde des minerais. C'est de ça qu'il est question. C'est une vraie vérité. Arrêtez d'écouter les mensonges. Même si la Russie vend un baril de pétrole ou quoi que ce soit, au gaz, quelle quantité, à 1000 francs, ils auront de l'argent et beaucoup d'argent. Et ce sont des vrais intellectuels, ce sont des scientifiques au pair. D'ailleurs, les gens qui disent que non, la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique, ils ont fait l'histoire ou les cours d'histoire, ils lisent quoi? C'est là même en ligne. Lisez. L'Union soviétique était un pays. USSR était un pays. Un pays. Ce n'était pas deux pays. C'est comme les États-Unis d'Amérique avec beaucoup d'États. C'était comme ça. Mais les États ont éclaté en 90. Et chacun a formé sa part et tout. Donc, quand les gens parlent de la Russie, c'est de la Russie que les gens parlent. La capitale était toujours à Moscou, l'Union soviétique. Donc, c'était un pays qu'on a fait éclater. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut revenir dans ça, les amis. Je juste dit, il n'y a pas de Poutine en tant qu'un grand stratège. C'est un colonel de l'armée russe, Poutine, qui était à Berlin lors de l'effondrement de ce mur, qui était un mur de la honte. D'accord avec tout le monde. Mais ce qui s'est passé, c'est l'histoire. Et en tant que militaire, ancien directeur du KGB, ancien agent secret, suffisamment polyglotte, il écoute beaucoup de langues, beaucoup de discussions, beaucoup de personnes et il sait comment mettre ses pions. Il sait comment réagir. Quand l'opération spéciale démarre en Ukraine l'année dernière, les Américains ont dit que ça sera une guerre d'attrition, donc on va asphyxier la Russie là-bas, les affaiblir, donc faire durer la guerre pour affaiblir la Russie. Ils sont entrés là-dedans dans le plan de Poutine, qui ne voulait pas détruire l'Ukraine, mais qui voulait prendre Kiev, hein, chasser les néo-nazis du pouvoir, laisser le pouvoir ukrainien, organiser les élections pour gérer leur pays et régler le problème de la Donbass. Mais comme Johnson est venu, l'ancien premier ministre britannique, il a promis les armes, on les a donné les armes. Ils se sont défendus avec brio, les amis. Franchement, si je dis autre chose, c'est que je suis malhonnête. Les Russes sont partis avec les colons des blindés. C'est quoi ça? Ils sont partis avec les colons des blindés, les Russes. Et Poutine a compris. On va venir vers le sud, l'ouest, l'est et tout ça. C'est ce qu'ils ont fait. Récupérer toute la côte ukrainienne. Il reste juste Odessa. Qui vont récupérer si ça continue comme ça. Et là, les Américains commencent à penser que non, il faut finir avec la guerre. Les Européens disent qu'il faut que ça finisse en 2023. Mais l'année 2023 est en train de finir. Et j'écoute des gens qui commencent à parler de la paix, négociation et autres. Parce que votre réflexion vous a mis en difficulté.
Vous avez pensé que la Russie n'avait pas suffisamment de munitions. La Russie n'avait pas suffisamment de missiles. La Russie n'avait pas suffisamment... Et à chaque fois que vous disiez cela, vous étiez hors sujet. Vous n'avez pas de détails sur quelque chose, mais vous dites cela. Et vous voyez comment 30, 20, 40 missiles s'abattent sur l'Ukraine tous les jours. Et c'est là où vous comprenez que c'est un problème. Et vous-même, dans vos pays, vous n'étiez pas préparé pour la guerre d'attrition, mais vous étiez en train d'utiliser le discours seulement pour faire peur. Et là, les Russes ont compris. Maintenant, pour faire affaiblir l'Occident, il faut que la guerre dure. Et pour que la guerre dure, il ne faut pas venir de façon massive parce que les Russes ont mis déjà près de 400 000 hommes en Ukraine, prêts à combattre. Et 2 millions d'autres qui sont là, prêts s'il y a des escalades pour attaquer dans tous les fronts. Ils sont déjà prêts. 2 millions de personnes, de militaires, déjà prêts. Vous ne comprenez pas cela. Maintenant, vous allez envoyer les F-16, vous allez envoyer les Abrams, vous allez envoyer ceci, vous allez envoyer... À chaque fois, vous montez, vous sanctionnez les diamants russes, les diamants ceci. Vous vous sanctionnez vous-même. C'est-à-dire que vous êtes en train de tuer votre propre économie, consciemment ou inconsciemment, mais seulement comme on a des faucons partout en Europe qui dirigent l'Union européenne, qui dirigent les pays européens, ils sont des va-t-en-guerre. Au lieu de parler des négociations, au lieu de parler de la diplomatie, laisser les diplomates faire leur travail, ils ont été formés pour cela. Non, il faut envoyer les armes, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Et là, Poutine, comme c'est quelqu'un qui ne bavarde pas pour rien, qui ne raconte pas des histoires, n'avait jamais réclamé la victoire de Bakhmout. Prigojine n'avait jamais réclamé la victoire de Bakhmout. L'armée russe n'avait jamais réclamé la victoire de Bakhmout. Quand ils disent que Bakhmout est tombé maintenant, vous étiez au sommet des G7. C'est un petit cadeau pour dire, voilà, on réagit comme vous êtes en train de dire ce que vous dites là. Vous voulez nous enculer, Russie et la Chine. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu vous-même, les amis, le plan chinois de la paix n'a pas inclus les territoires pris par la Russie. Ça doit dire quelque chose à quelqu'un. Et beaucoup de personnes aujourd'hui pensent à un scénario de coréenne, que le pays sera divisé. Si au départ, on avait laissé discuter les négociateurs envoyés par Zelensky à Belarus, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais comme les gens avaient leur plan politique, leur programme politique, ils voulaient vendre les armes, tester les armes, ils ont testé, ils sont en train de voir que ça ne produit pas les résultats qu'ils ont espérés. Bakhmout tombe enfin. Bakhmout, au départ, quand on dit c'était une forteresse, c'est un carrefour. Il y a des émissions en ligne, les amis. Ils ont dit cela sur les différentes chaînes, que c'est un grand carrefour, ça ne doit pas tomber. Si ça tombe, ça va fragiliser la défense ukrainienne parce qu'on va couper les autres vies et ça sera facile d'encercler les autres vies et récupérer. C'est un fait, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas dire X hier avec beaucoup d'assurance, avec les images satellitaires Google à l'appui. Et aujourd'hui, comme la vie est tombée, ce n'est pas important. On a détruit tous les bâtiments. On a détruit ceci. Vous êtes les plénichards. Vous, les va-t-en-guerre, là, vous êtes des plénichards. Nous, qui prenons la paix, nous pensons qu'il faut négocier maintenant. Sinon, d'autres villes vont tomber comme ça et l'Ukraine va s'effondrer. Si ce n'est pas déjà un pays qui est à terre, c'est quoi? C'est l'Union européenne qui paye les salaires. C'est les Américains qui payent les salaires. Et l'addition sera vraiment salée pour l'Ukraine. Même si on divise au pays, on ne divise pas. J'en doute fort que l'Ukraine sera un pays indépendant. Parce que les Européens vont se faire payer. Ils ont dépensé autant de milliards d'euros et de dollars. Donc, ces gars vont payer. Et Vladimir Poutine qui vous annonce dans un communiqué, qui félicite dans un communiqué Prigojine. Mais ce n'est pas la blague. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des informations. C'est un militaire. Les amis, je vais vous faire écouter ce que ces gens-ci ont dit. Parce qu'il faut toujours corroborer, les amis. You have to substantiate. So when I speak, I substantiate with videos. Let's watch these people, what they have to say about the falling of, the capture of Bakhmut. Parce que Poutine a dit, il a félicité Prigojine, dit dans quelques jours, les lignes de défense seront fortifiées et l'armée russe va entrer dans la ville et on va continuer. Où on va aller se reposer. Continuer, ça veut dire où? Il faut l'écouter, les amis. On écoute. Vladimir Poutine qui félicite Wagner pour la libération d'Artemievsk, le nom russe de Bakhmout. Alors victoire presque concédée à demi-mot ce matin par Volodymyr Zelensky lors de sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Eh bien, il a prononcé un discours pour le moins sibyllin sur la prise de Bakhmout. Écoutez-le.
Vous devez comprendre qu'il n'y a rien. Ils ont tout détruit. C'est une tragédie. Aujourd'hui, Bakhmout est dans nos cœurs. Il n'y reste rien. Il y a beaucoup de soldats russes morts, mais c'est eux qui sont venus chez nous. Écoute-moi. Voilà, Bakhmout n'est plus que dans nos cœurs, sous-entendu. Eh bien, Wagner a pris un champ de ruines, mais vous allez voir que 2 heures plus tard, eh bien, volte-face, le président Zelensky apparaissait soudain beaucoup plus combatif. Aujourd'hui, ils remplissent leur tâche très importante à Bakhmout. Je ne vous dirai pas où exactement, mais Bakhmout n'est pas du tout occupé par la Fédération de Russie, et cela ne peut pas être interprété autrement. Il y a des soldats quelque part à Bakhmout, mais je ne vous dirai pas. Voilà, donc Zelensky dément donc la prise de Bakhmout, mais que contrôle encore l'Ukraine? Pas grand-chose, une partie insignifiante. Selon l'aveu même du commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrski, voilà son communiqué. Malgré le fait que nous contrôlons désormais une partie insignifiante de Bakhmout, l'importance de sa défense ne perd pas de sa pertinence. Paola, merci beaucoup. Les mots sont pesés, évidemment. On a ici Syrski qui est un personnage le plus important de la guerre. C'est vraiment le commandant des forces terrestres. Quand il dit partie insignifiante, on comprend ce que ça veut dire. Il reste très peu. Mais il reste peu. Il s'accroche aux deux. Les 2 éléments sont importants à New York. Il ne reste rien. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il a dit ça pour bien clarifier. En fait, on a affaire là à une bataille de communication. Voilà. Des 2 côtés, bien évidemment. Non, tout pas le les monde 2 sait bien, côtés. et je pense que les téléspectatrices et les téléspectateurs de l'OCI ont quand même bien compris que c'est pas la prise de Bakhmout qui va changer cette guerre. C'est-à-dire, sur le long terme, rien n'est déterminé à Bakhmout. Mais il est très important que, donc d'habitude, on a toujours une information et une contre-information. Là, on a eu Volodymyr Zelensky, et moi je lui jette pas la pierre, qui samedi a dit quelque chose parce qu'il n'était pas tout à fait au courant, parce qu'on lui posait une question dans une conférence de presse, et puis il a clarifié sa position, et Syrski, justement, a contribué à la clarifier. De fait, les versions se rapprochent en réalité, pas sur l'avenir, pas sur la suite de la guerre, parce que là, vous nous en parlez, Oksana, évidemment, il y a 2 projets très différents, mais sur les faits actuels, quand on dit partie insignifiante, ça veut bien dire, est-ce que c'est 99,8 ou 9 ou 99% qui est tenu par les Russes? Ça change pas grand-chose en réalité. En fait, vous avez une ligne de front qui fait nord-sud, et la ligne de front à Bakhmout, elle passe dans la lisière de la ville, point final. Et ils vont rester comme ça un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois, en attendant que ça bouge. En fait, tout simplement, c'est ça. Simplement, la ligne de front, elle passe par les faubourgs ouest de la ville, tout simplement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est en termes de communication. À la limite, aujourd'hui, la communication ukrainienne n'est pas très importante. Puisqu'en fait, c'est un fait acquis. Et concrètement, ils peuvent pas dire autre chose que ça. Par contre, du point de vue russe, ça change tout. Parce que Prigojine a une autre communication, les Russes ont une autre communication. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'ils ont une victoire depuis 8 ou 9 mois. L'important, on l'a bien compris, c'est la suite. Et on va en parler. Mais avant ça, si on s'arrête exactement, quand on dit partie insignifiante, c'est quoi? Eh bien, alors des parties insignifiantes, il y a des images qui nous sont parvenues ce matin. Elles sont des forces ukrainiennes qui semblent avancer, progresser au sein de la ville, qui tentent de gagner quelques mètres. Ça se passe, voilà, vous allez le voir, les voilà donc avancer presque au porte-à-porte, mètre après mètre. Alors on ne sait pas si ces images datent bien de ce matin. Elles ont été postées ce matin. En tout cas, pour Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, c'est impossible. Il n'y avait plus d'Ukrainiens dans Wagner. Les Ukrainiens mentent. Écoutez-le. Il n'y a pas un seul soldat ukrainien à Bakhmout car nous avons cessé de faire des prisonniers. Il y a un grand nombre de cadavres de l'armée ukrainienne. Bakhmout est prise complètement le long de toutes ses frontières légales jusqu'au dernier centimètre. Par conséquent, Volodymyr Zelensky est malhonnête. Ou comme beaucoup de nos chefs militaires, il n'est tout simplement pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. Ça pourrait être ça. Voilà. Il y a environ 1h30, le dernier à avoir traversé la route était en robe de femme. Ils l'ont abattu. Nous ne faisons pas de prisonniers. Toujours le discours de Prigojine. Bon, on voit bien que cette affaire de mètres carrés, là, n'est pas vraiment l'enjeu. Ça réside vraiment dans le coup d'après. Et on peut se demander si cette victoire de Wagner n'est pas une victoire en trompe-l'œil. Car regardez, il y a des images des Ukrainiens, des forces ukrainiennes qui semblent avancer sur les flancs de la ville. Comme on a testé ces images qui pourraient être peut-être une contre-offensive, ou en tout cas une stratégie. Car selon toujours Oleksandr Syrski, eh bien voilà ce qu'il a prononcé. Nous continuons d'avancer le long des flancs de la banlieue de Bakhmout et nous approchons en fait d'un encerclement tactique de la ville. Oleksandr Syrski qui était à Bakhmout aujourd'hui sur la ligne de front et qui confirme l'offensive sur les flancs de la ville, plus que la prise totale ou partielle de Bakhmout. Et cette bataille de version qui semble s'accorder, eh bien la vraie question de ces prochains jours se joue sur les flancs. Le groupe Wagner est-il tombé dans une souricière? Et on verra aussi ce que le Kremlin fera de cette victoire à la Pyrrhus. Paola, merci beaucoup. Vous avez compris les amis, ils sont mélangés. Prigojine les avait avertis parce qu'il avait arrêté, il avait fait capturer les soldats ukrainiens il a envoyés. Et les gars ont montré une vidéo d'un élément de Wagner qu'ils avaient capturé et ils ont dit qu'ils vont tuer. Et certainement, ils ont liquidé ce mec.
Et Prigojine a dit, désormais donc, on ne va plus faire des prisonniers. Il vient de répéter ça dans cette vidéo. Et il dit clairement que Zelensky ment. Peut-être, il n'a pas la bonne information, mais il ment. Parce que ses généraux ne lui donnent pas la bonne information. Le terrain est tout autre chose. Ils ont sécurisé tout Bakhmout. Et le dernier image, c'était une femme qui traversait la route. On ne l'a pas laissée. On ne l'a pas capturée. On l'a battue. Parce qu'il avait dit, on ne va plus prendre les prisonniers. Parce que quand on prend les POW, nous, on les garde, on les nourrit. Et après, on les renvoie. On les laisse rentrer encore sur le front. Donc, on ne va pas les libérer. On ne va pas les arrêter, je vais dire. On ne va pas les arrêter. Regardez à quel niveau quel niveau de barbarie on est en train de partir. C'est-à-dire, vous libérez des gens et en face, on dit on ne libère pas, on va les tuer. En oubliant que nos propres soldats on peut les tendre les guet-apens, on peut les arrêter, on peut les capturer. Qu'est-ce qui va se passer? En guerre, on dit qu'on ne tire pas sur l'ambulance, non? Si on ne tire pas sur l'ambulance, on ne tire pas sur quelqu'un qui est désarmé, pourquoi vous arrêtez quelqu'un, vous dites que vous allez le tuer et en face, vous pensez qu'on va protéger vos soldats? En fait, les amis, tout ça, c'est la barbarie. Maintenant, quand on écoute cela, Poutine ne peut pas s'amuser pour faire des déclarations quand il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Les médias russes ne s'étaient jamais prononcés sur la capture de Bakhmout. Aujourd'hui, ils disent cela, ils donnent les détails. Les journalistes étaient sur le terrain. Et Prigojine qui s'est filmé à Bakhmout, sur les meubles, on a vu comment on mettait le drapeau d'un bataillon, après drapeau russe et autres. Donc, voilà la réalité de la guerre, les amis. Voilà la réalité de ce qui se passe dans ce pays. C'est dommage, mais c'est la réalité. Désolé pour les vies qu'on paye tous les jours, parce que les gens ne veulent pas entendre la voix qui parle de la paix, qui parle du dialogue. Thank you for watching. Bye bye for now.